planifiez mieux avec le balado Le Planif. Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Aujourd'hui, ma consoeur planificatrice Isabelle Bérard nous expose l'art de décaisser intelligemment ses capitaux lors de la retraite ou la pré-retraite. Une bonne planification financière peut engendrer des impacts majeurs qui valent leur pesant d'or. Notre capsule Origine avec Isabelle Junot présente l'histoire derrière la puissante agence de crédit Equifax sur laquelle l'avenir financier des citoyens canadiens et américains repose en partie, il faut le dire. Notre question du beau-frère de la semaine m'est venue après avoir lu l'histoire de l'influenceur autoproclamé Julien Bournival-Vaugeois, le masculiniste invité dernièrement à Tout le monde en parle. Ce dernier, il affichait une vie d'opulence sur les réseaux sociaux, mais quelques jours plus tard, on a vu qu'il frôle la faillite. Ça répond en partie à la question, l'attitude fake it until you make it, est-ce que ça peut vous enrichir? C'est notre question du beau-frère de la semaine. Le balado Le Planif débute à l'instant. Equifax, l'une des 3 principales agences d'évaluation du crédit aux États-Unis, a été fondée en 1899 par les frères Cater et Guy Woolford à Atlanta, Georgie. À l'origine appelée Retail Credit Company, l'entreprise a démarré avec un simple objectif, collecter des informations sur la solvabilité des clients pour les commerçants locaux. Avec un bureau et quelques employés, l'entreprise a commencé à compiler des listes de personnes solvables, une innovation à l'époque. Au fil des années, Retail Credit Company a grandi et s'est diversifié, étendant ses services de renseignement au crédit, à l'assurance et à l'emploi. Dans les années 1960, l'entreprise comptait des milliers d'employés et des bureaux dans tout le pays, recueillant et vendant des données sur des millions d'Américains. Cependant, cette expansion n'est pas allée sans controverse. Dans les années 1970, Retail Credit Company a été critiquée pour ses méthodes de collecte d'informations jugées intrusives et parfois inexactes. Cela a conduit à une réforme majeure avec l'adoption du Fair Credit Reporting Act en 1970, une loi fédérale qui a exigé une plus grande transparence et précision dans l'industrie du crédit. En réponse à ces critiques et dans le cadre d'une stratégie de rebranding pour améliorer son image, Retail Credit Company a changé son nom pour Equifax en 1975. Ce changement de nom symbolisait une nouvelle ère de responsabilité et d'engagement envers la précision des données et la protection de la vie privée. Depuis lors, Equifax a continué à se développer, devenant une puissance mondiale dans le domaine de l'information financière. Elle offre une gamme étendue de services financiers, incluant l'analyse de crédit, la gestion de risques et la prévention de la fraude. L'entreprise exploite des données pour aider les institutions financières, les entreprises et les individus à prendre des décisions éclairées. Cependant, en 2017, Equifax a été au centre d'un scandale majeur lorsque des hackers ont réussi à pénétrer ses systèmes et à voler les données personnelles de près de 148 millions d'Américains. Cet incident a non seulement soulevé des questions sur la sécurité des données chez Equifax, mais aussi sur la manière dont l'industrie en général protège les informations sensibles. Aujourd'hui, Equifax continue de jouer un rôle crucial dans le système financier tout en travaillant à restaurer la confiance du public et à renforcer la sécurité de ses systèmes. Sa longue histoire illustre à la fois les opportunités et les défis associés à la gestion et à la protection des données personnelles à l'ère numérique. Balado, Le Planif. Retraite. Au balado Le Planif, c'est une première. On reçoit la consoeur planificatrice Isabelle Bérard. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabien, très heureuse d'être avec toi. Moi aussi, c'est une première, mais il y a quelque chose que je veux absolument te donner. On va fournir, on va donner les lauriers aux gens qui le méritent. Il me semble que tu es une experte pour planifier le décaissement financier. Écoute, c'est sûr que, disons que je mets beaucoup d'emphase sur ce volet-là parce que c'est extrêmement important quand vient le temps de
planifier le décaissement à la retraite, malheureusement, quand c'est pas bien planifié, on peut être très pénalisé, entre autres à cause de l'impôt, évidemment. Donc, Ouais. une bonne planification, c'est vraiment important. On a souvent parlé au balado, le planif, de planification financière, successorale, comment ramasser, faire la répartition de ses actifs et comme ça avoir un gros magot. Mais c'est pas tout. Il faut planifier la suite. Et par quoi ça commence, Isabelle, planifier le décaissement? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille, on a une source de revenus qui est habituellement une source de revenus qui est notre salaire, et cette source de revenus-là, on va payer notre juste part d'impôt dessus. Puis il y a des stratégies fiscales qui existent pour limiter notre impôt. Mais quand on arrive à la retraite, on a différentes sources de revenus et ces sources de revenus-là, il y en a qui sont imposables, il y en a qui ne sont pas imposables. Et il faut comprendre aussi que le gouvernement nous a fait des cadeaux tout au long de notre vie, nous a permis d'accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt tout au long de notre vie, mais il va nous obliger éventuellement à décaisser certaines sommes. Et parfois, quand vient le temps de décaisser ces sommes-là, c'est là qu'on peut se faire avoir un peu, là, c'est-à-dire que nos revenus imposables peuvent être trop élevés. Puis si on n'a pas bien planifié, ça pourrait être très pénalisant. On pourrait même avoir une récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, il faut réfléchir au décaissement bien avant. Puis, je dirais, il faut même réfléchir avant de prendre sa retraite, à savoir l'épargne qu'on a accumulée, c'est bien. On va continuer encore à épargner d'ici notre retraite, mais est-ce qu'on épargne dans les bons comptes? OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là, les bons comptes? Ben, c'est-à-dire que, entre autres, les personnes qui ont droit à des fonds de pension de leur employeur peuvent se retrouver à un moment donné dans une situation où l'épargne dans leur REER pourrait ne plus être si avantageux. Parce qu'ils vont peut-être se retrouver dans une situation où, une fois rendus à la retraite, leur niveau de revenu imposable va être trop élevé. Donc, peut-être qu'il faut envisager éventuellement réduire ou diminuer ce qu'on avait tendance à mettre dans le REER puis privilégier le CELI. Donc, il y a toute cette réflexion-là aussi qu'il faut avoir en amont pour pas se retrouver dans une mauvaise posture. Mais tu m'amènes sur le sujet du CELI. En 2025, dans un couple, par exemple, on peut se retrouver à des montants supérieurs à 100 000 $ chacun en espace. Oui. Alors, on a donc un volet important de l'actif familial du patrimoine qui est de plus de 200 000 dans certains cas. Oui. Et ça va servir aussi de fonds de décaissement? Ben oui, c'est sûr. Le CELI, ce n'est pas qu'un compte d'épargne. Parce que malheureusement, son nom peut le trahir. Un compte d'épargne libre d'impôt. Il y a des gens qui utilisent le CELI uniquement pour de l'épargne court terme ou moyen terme ou pour certains projets à plus court terme. Mais le CELI peut très bien servir pour une source de revenus à la retraite. Parce que lorsqu'on fait des retraits du CELI, c'est non imposable et on n'a pas à le déclarer dans notre déclaration de revenus non plus. Donc, ça peut devenir une excellente source de revenus pour faire en sorte de venir niveler ses impôts à la retraite ou à tout le moins éviter, par exemple, une récupération de la pension de sécurité de vieillesse à un certain moment. On a parlé justement des différents comptes. Il y a REER, il y a le CRI, le compte de retraite immobilisé, Ouais. il y a le CELI, mais Ouais. il y a beaucoup, certainement pour les entrepreneurs, des comptes non enregistrés, ou on va dire imposables. Des Ouais. fois, il y a des sommes qui sont accumulées dans une société de gestion. Comment on fait pour arrimer tout ça pour justement maximiser le plan de décaissement? Ben, il faut comprendre effectivement que quand on a des placements dans des comptes non imposables, que ce soit détenus à titre personnel ou à l'intérieur d'une société de gestion, par exemple. Qui sont imposables, par exemple, C'est plutôt. ça. Les revenus de nos placements sont imposables. Donc, il faut penser à la fiscalité de nos placements. Donc, là, il y a toute une question de choix de placement à l'intérieur de ces comptes-là qui vont s'assurer de s'avantager au niveau fiscal parce que les intérêts, les dividendes canadiens, les dividendes étrangers, le gain en capital ne sont pas tous imposés de la même façon. Donc, c'est sûr que c'est super important de bien réfléchir à la manière dont on va investir notre argent dans ce type de compte-là. Il y a certains types de placements qu'on va privilégier, soit les REER ou les CELI pour les avoir à l'abri de l'impôt.
et d'autres placements où on va privilégier les comptes non enregistrés. Ensuite, je pense aussi que dans le couple, on peut profiter du fait que, par exemple, le conjoint, la conjointe n'a peut-être pas maximisé certains de ses comptes et entre conjoints, pour planifier ensemble, il y a des trucs, il y a des astuces. Oui, il y a des astuces entre conjoints, effectivement. Il existe, entre autres, le REER de conjoint, où est-ce que c'est possible pour un des deux conjoints de contribuer au REER de son conjoint. Le conjoint qui effectue la contribution obtient la déduction d'impôt, puis le conjoint qui reçoit l'argent, c'est déposé dans un REER qui est à son nom. Donc, cette personne-là, le jour où elle va retirer les sommes, c'est elle-même qui va être imposée dessus, puis son niveau d'imposition risque d'être plus bas. Donc ça, c'est une façon, entre autres, de venir niveler ou équilibrer un peu plus l'impôt à la retraite. Il y a aussi des dons qu'on peut faire au conjoint pour que le conjoint contribue à son CELI, par exemple, si on n'est pas capable de le maximiser. Il faut juste faire attention quand on parle de contribuer comme ça dans les REER ou dans le CELI du conjoint, si on est conjoint de fait, puis qu'il advenait une séparation, il faut juste faire attention parce qu'on pourrait ne pas pouvoir récupérer ces sommes-là si on n'a pas mis en place une convention de vie commune, par exemple. Oui, donc, dans la convention de vie commune, on pourrait mettre des spécifications justement par rapport à ce don-là qui a servi à maximiser les comptes imposables ou pas, et puis avoir à tout le moins une entente pour les récupérer. Si c'est donné, mais au moins ça sera clair. Oui, c'est ça. Puis il y en a des conjoints qui, effectivement, ça leur dérange pas du tout, puis ils sont tout à fait conscients que ça se trouve être un don conjoint, mais c'est ce qu'ils souhaitent et ils ne voient pas la nécessité de réclamer ces sommes-là dans le futur. Il y a quand même un piège, c'est que parfois, avec les contributions du conjoint, si on retire les sommes avant une certaine période, peut-être à 24 mois, il peut y avoir des surprises. Hein? Ben, en fait, c'est plus que ça. Quand on fait une contribution dans le REER de conjoint, c'est 3 fois 31 décembre, suivant la dernière contribution qu'on ne peut pas retirer des sommes. Ben, en fait, on peut les retirer, mais c'est le conjoint qui a contribué qui va se trouver à être imposé dessus à son niveau d'imposition à lui. Donc, à ce moment-là, la stratégie qu'on a utilisée pour minimiser les impôts ne tient plus. Donc, ça, effectivement, il y a des choses dont on se doit de porter attention là, quand on fait des contributions au REER de conjoint. C'est bon. Alors, lors du décaissement, on va entrer maintenant dans le laboratoire de la planificatrice financière. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Est-ce que c'est uniquement par chiffrier Excel que tu travailles pour être en mesure d'arriver à certaines recommandations, puis chiffrer justement toutes les projections et puis les suggestions? Ben oui, c'est sûr qu'on utilise des logiciels qui nous permettent de faire des projections mathématiques. Là, on comprend que il y a beaucoup de calculs à faire derrière et on essaie différents scénarios. Donc, c'est sûr que, surtout si quelqu'un envisage une retraite anticipée, avant l'âge normal de réception des rentes. Bon, l'âge normal de réception des rentes gouvernementales, c'est 65 ans pour que la rente soit non réduite. Si on prend notre retraite avant 65 ans, la RRQ, elle, on peut la demander dès l'âge de 60 ans. Mais là, il faut vérifier. Est-ce que c'est une bonne option de demander sa rente avant l'âge de 65 ans? Donc, évidemment, moi, quand je fais des scénarios de décaissement, je valide toujours c'est quoi l'âge optimal pour demander nos rentes gouvernementales ou est-ce qu'on va s'assurer d'optimiser le tout? Parce que parfois, oui, ça peut être une bonne idée de devancer le RRQ parce que sinon nos revenus imposables seraient trop élevés puis on aurait d'autres pénalités, dont la récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, c'est pas vrai qu'on prône uniquement le fait de retarder les rentes. Des fois, on va recommander de les devancer. Mais il faut vérifier. Mais il faut le vérifier parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on devance la rente du RRQ, elle va être réduite et cette réduction-là, elle est permanente. Elle redevient pas à son plein montant le jour où on atteint 65 ans. Donc, puis c'est quand même une forte réduction. Là, on parle de 0,6% par mois qui précède. Ça veut dire 7,2% par année. Ou si on la demande à 60 ans au lieu de 65, on parle de 36% de réduction sur notre rente. C'est quand même énorme. Puis au contraire, si on la retarde, autant la RRQ que la pension de sécurité de vieillesse, si on les retarde, les rentes sont bonifiées. Donc parfois, pour certaines personnes qui n'ont pas de fonds de pension garantis,
C'est sûr que les rentes deviennent notre seule source de revenus garantie, peu importe les fluctuations du marché, qui vont être indexées selon l'inflation. Donc, si on peut les maximiser et utiliser nos épargnes personnelles dans l'entremise, là, en attendant de recevoir nos rentes, bien, parfois, ça peut être très avantageux de le faire parce qu'on va se garantir un revenu plus élevé jusqu'à la fin de notre vie, peu importe comment se comportent les marchés financiers. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on évalue. On fait plusieurs scénarios différents. Donc, tu peux les entrer dans un logiciel, dans quelque chose comme Excel, mais ça, c'est le calculateur. Mais il y a aussi des logiciels spécialisés. Oui. Tu peux me donner quelques noms de ces logiciels? Ben, il y en existe quelques-uns. Il y a Naviplan, Conquest, Snap. Il y en a plusieurs logiciels que nous, on utilise pour pouvoir faire les projections. Chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients, mais l'idée ici, c'est d'être capable d'utiliser l'intelligence de la machine pour faire les calculs pour nous. Puis ensuite, en changeant certains paramètres, comme par exemple l'âge des rentes, l'âge de réception des rentes, ou en modifiant aussi les montants qu'on va décaisser de nos différents comptes, REER, CELI, non enregistrés, ou même des dividendes qu'on se verse à partir de la société de gestion, par exemple, on essaie de regarder c'est quoi les niveaux de décaissement dans chacun des comptes avec l'âge des rentes, comment tout ça s'optimise, puis qu'est-ce qui nous avantage le plus, nous, pendant notre retraite, mais aussi en fonction de nos autres objectifs. Il y a certaines personnes qui ont des objectifs successoraux, qui veulent en léguer le plus possible aux enfants. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va aussi planifier le décaissement pour atteindre cet autre objectif-là. Comment en laisser plus aux enfants puis minimiser les impôts au décès, par exemple. Et puis un dilemme important, c'est les enfants avec plusieurs unions. Lorsqu'on a, je sais pas, 5 enfants issus de 2 unions ou 3 même, Ouais. quand quelqu'un a perdu son conjoint, sa conjointe, il est veuf, et puis c'est des situations qu'on voit couramment là, qui impliquent des décisions qui sont pas faciles. Oui, c'est des décisions qui sont pas faciles, puis parfois malheureusement il y a des gens qui négligent. Oui, ils font leur testament, puis ils disent ben moi quand un ou l'autre décède, on lègue tous nos biens à l'autre conjoint pour que l'autre conjoint puisse bien subvenir à ses besoins jusqu'à son décès à lui ou à elle. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'autre conjoint, quand lui ou elle va décéder, ben ça va s'en aller à ses héritiers plus souvent qu'autrement. Donc les enfants qu'on a eus d'une union précédente, par exemple, ben là on se trouve à comme les oublier. Puis des fois c'est pas voulu, c'est simplement Il y a un peu de négligence. Oui, c'est ça. Les gens, ils n'ont pas pensé quand ils ont rédigé le testament, qu'est-ce qui va arriver si moi je décède avant l'autre, puis ensuite quand l'autre personne va décéder, ben comment protéger mes enfants aussi là-dedans. Fait que c'est sûr que ce sont des choses auxquelles on doit penser lorsqu'on pense à la transmission du patrimoine. Oui, alors le décaissement, c'est tout un art et ceux qui lisent régulièrement le dimanche dans la presse Ouais. Plus présente Train de vie, il y a des cas qui sont exposés et tu as donc fait un cas toi-même dans ton Oui. webinaire et parle-moi un peu de ce cas-là. C'est un cas d'espèce qui est assez fascinant. Ben oui, en fait, j'ai présenté un cas concret de planification financière et de planification du décaissement. Donc, on suit un peu l'histoire de Marion et Martin, qui sont début mi-cinquantaine, qui envisagent une retraite anticipée. Donc, à 60 ans, Martin souhaite arrêter de travailler, Marion souhaite ralentir. Donc, on suit un petit peu c'est quoi leur questionnement, justement, est-ce qu'on va en avoir assez? On aimerait pouvoir en léguer le plus possible à nos enfants, minimiser les impôts à notre décès, mais en même temps maximiser notre qualité de vie à nous durant la retraite. Donc, on voit que s'ils prenaient simplement la simple logique des choses, donc ce que la majorité des gens connaissent, là. C'est-à-dire demander la RRQ dès 60 ans, ne pas trop se préoccuper de dans quel compte décaisser notre argent. Une mauvaise fiscalité aussi au niveau des placements. Marion a une société de gestion dans laquelle il y a des placements
dont les revenus de placement sont imposables et la fiscalité a été mal réfléchie. Donc, tout ça, on voit que, puis malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'épargne, là, on a une situation où on avait quand même beaucoup d'épargne, on voit qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de retraite, ce qui pourrait étonner plusieurs en voyant le bilan financier de Marion et de Martin. Et évidemment... Oui, parce que dans les faits, là, pour l'avoir vu avec toi, oui. ils sont millionnaires. Là. Oui, ils sont millionnaires avec les placements et leur maison dont ils sont propriétaires. Et ce qu'on voit, c'est s'ils ne portent pas une attention particulière au niveau des stratégies de décaissement, ce qui va rester à la fin, c'est uniquement la maison. Puis il y a même des dettes qui se sont accumulées parce qu'ils n'arrivaient pas à maintenir leur coût de vie, donc ils se sont endettés. Puis avec simplement l'introduction de quelques stratégies, on a 5 stratégies qu'on a introduites, ben on change vraiment le résultat là, du tout au tout. Là. Oui, une piste, est-ce qu'il faut prendre beaucoup plus de risques pour arriver à sauver sa retraite dans une situation comme celle que tu exposes? Pas du tout. En fait, on modifie, on a bien réfléchi la fiscalité au niveau des placements dans la société de gestion, ce qui vient abaisser le taux d'imposition de façon incroyable, ce qui permet de maintenir beaucoup plus de capital dans la société de gestion. On a aussi réfléchi à l'âge de réception des rentes. On n'augmente pas la fréquence ou le volume d'épargne d'ici la retraite. On ne change absolument rien à leur mode de vie jusqu'à la retraite. On ne change pas non plus leur mode de vie une fois rendus à la retraite. On change un petit peu les placements parce qu'ils avaient une espèce de fausse conception que parce qu'on approche de la retraite, il faut sécuriser tout notre portefeuille au complet. C'est vrai que quand on approche de la retraite, c'est important de réfléchir à nos placements, puis à penser qu'il y a une partie de cet argent-là dont on va avoir besoin sur un horizon un petit peu plus court terme, mais il faut penser que la retraite risque de durer 20, 25, 30 ans. Et on a encore un horizon long terme lorsqu'on arrive à la retraite, et de tout miser sur des placements prudents parce qu'on atteint la retraite ou qu'on approche de la retraite, c'est une erreur qu'on peut faire. Donc, c'est sûr qu'on a repensé aussi les portefeuilles en considérant qu'on a encore un horizon long, une partie de nos placements qui doivent avoir encore un horizon long terme. Donc, oui, il faut le dire, Isabelle, c'est que la retraite, ce n'est pas un mur. Hein? La vie continue après. Et puis, il faut vraiment rester investi si on veut à tout le moins dépasser l'inflation. Ben, effectivement, tu as tout à fait raison, Fabien. Puis oui, c'est sûr qu'il y a une crainte qui s'installe à la retraite parce que on avait l'habitude d'avoir un chèque de paye qui rentrait toutes les 2 semaines, puis là, tout d'un coup, on l'a plus. Puis là, on se dit, OK, mon épargne, là, que j'ai travaillé fort pour l'épargner, je voudrais pas toute la perdre. Puis on comprend cette crainte-là, mais il faut rassurer les gens. Il y a moyen de structurer les portefeuilles pour protéger ce qu'on sait qu'on va décaisser à court terme. Parce que quand on fait les projections de retraite, on sait exactement ce qu'on va retirer de quel compte, à quelle année. Donc, on est capable de déterminer, mais sur notre court terme, on se doit de protéger X dollars parce qu'on sait qu'on va devoir retirer cet argent-là dans les premières années. Donc oui, il y a moyen de protéger ce qu'on sait qu'on va devoir retirer à court terme, mais tout le reste peut continuer de croître et de profiter des marchés. Donc, on peut planifier en silo, par exemple, une certaine partie du portefeuille dans les investissements très sécuritaires pour décaisser les premières années, des sommes aussi en réserve comme le fonds d'urgence, à moyen terme pour des projets ou des voyages qu'on peut faire. Donc, on n'a pas le risque maximum. Mais pour ce qui est plus loin, c'est peut-être la moitié du portefeuille qui peut être exposé aux actions, au FNB, au fonds commun. Ah oui, la moitié, puis même parfois plus, tout dépendant du décaissement qu'on va faire. Puis c'est là aussi, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de recette unique. Non, on met pas ça dans ChatGPT, puis on a une belle réponse pour tout le monde qui est faite pour tout le monde. Non, puis chaque personne a une situation financière et fiscale différente. Il y en a qui ont des enfants, qui ont un objectif successoral, d'autres n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas cet objectif-là. Il y a des gens qui ont des rêves de voyage, qui veulent faire le tour du monde. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout les mêmes envies pour la retraite. Il y a la maladie, il y a des héritages aussi qui peuvent bousculer nos plans. Oui. Et
c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là de, ben moi, quand je vais être à la retraite, j'aurai pas besoin d'autant d'argent. Je vais pouvoir diminuer mes dépenses. Oui, il y a certaines dépenses qui n'existeront plus, des dépenses qui étaient directement liées au fait qu'on allait travailler à tous les jours. Ouais. Par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a d'autres dépenses qui vont peut-être augmenter, entre autres tout ce qui a trait aux activités, aux loisirs, aux voyages et tout ça. Aux soins de santé. Oui, c'est ça. Moi, je vois la retraite comme ayant à peu près 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase où on va être le plus actif, où est-ce qu'on va être le plus en santé. C'est là qu'on va vouloir faire le maximum d'activités possibles, de voyages et tout. Et souvent, les dépenses vont peut-être même augmenter par rapport à notre ancien coût de vie qu'on avait. Ensuite, il y a une phase où on va peut-être ralentir un petit peu plus parce que là, les problèmes de santé commencent à arriver. Puis ça se peut que, rendu là, peut-être que notre niveau de vie peut diminuer. Mais la troisième phase, c'est quand les problèmes de santé sont réellement présents. Et là, notre coût de vie peut drastiquement augmenter si on a besoin, par exemple, de soins de santé à domicile ou qu'on a besoin de traitements qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie du Québec. Si on pense, entre autres, de la physiothérapie ou de l'ostéopathie ou peu importe. Donc, les gens oublient que à un moment donné, c'est fort possible que c'est pas parce qu'on perd de la mobilité pour faire des activités, des voyages, que nos dépenses vont diminuer. Donc, ah oui, juste les soins à domicile, quelqu'un qui, par exemple, a vraiment besoin de la visite d'une infirmière ou de quelqu'un pour nous aider dans certaines tâches ménagères, passé 70 ans, cette personne vient à la maison et c'est pas couvert, par exemple. Ça se peut que ça soit pas couvert ou qu'il n'y a pas la présence assez régulière du personnel du CLSC du coin. À ce moment-là, on doit débourser pour ces services-là. Oui. C'est pour ça que moi, quand je fais les projections pour mes clients, normalement, je ne prévois pas nécessairement une baisse des dépenses. Même si mes clients me disent j'aimerais ça qu'à 80 là diminue les dépenses, mais des fois je leur dis écoutez, on va commencer par essayer de voir est-ce qu'on est capable de maintenir le même niveau de vie jusqu'à la fin. Puis ça c'est un des très grands risques, c'est le risque de longévité. Mm-hmm. Parce que survivre à ses épargnes. Survivre à ses épargnes. Oui, l'espérance de vie, c'est de plus en plus vieux. L'espérance de vie moyenne tourne autour de 83-84 ans là, pour les hommes et les femmes. Par contre, quand on travaille en planification financière, faut se dire que ça, c'est une moyenne. Il y a 50% des gens qui décèdent avant, mais il y a 50% des gens qui décèdent après aussi. Ben oui. Donc, c'est important à ce moment-là, nous, on utilise plutôt des taux de survie plutôt que l'âge moyen. Donc, le taux de survie qu'on utilise, c'est 25%. Donc, un homme ou une femme qui a aujourd'hui notre âge, par exemple, ben il y a 25% de chances de vivre jusqu'à quel âge? Dans le cas de Marion et de Martin, qui sont début mi-cinquantaine, ils ont 25% de chances de vivre jusqu'à 95 ans. Donc, les projections, on les fait jusqu'à 95 ans. Vaut mieux qu'il reste de l'argent à la fin pour nos héritiers que de se retrouver à un moment donné avec plus d'argent, mais encore vivant, là. J'ai vu le cas, j'ai vu les conclusions, c'est tout à fait spectaculaire et j'invite les auditeurs du Balado Le Planif à aller voir ton webinaire. Il est disponible où, quand, comment on fait pour justement aller voir et comprendre aussi les calculs que tu as effectués pour Marion et Martin. Oui, je pense que tu vas mettre le lien sur le site Le Balado Le Planif. Oui, et aussi sur YouTube. Pour ceux qui regardent le Balado sur YouTube, le lien va être là. Vous allez voir, il y a plusieurs dates possibles et si jamais vous vous êtes inscrit à une date et que malheureusement vous n'avez pas été en mesure d'y participer ou de le visionner au complet, vous allez recevoir 24 heures plus tard un lien pour pouvoir à tout le moins regarder la rediffusion. Et on donne aussi un outil gratuit, une liste de vérification, si je peux dire, que les gens peuvent télécharger en PDF après le webinaire. Ils vont le recevoir par courriel. Et c'est des points essentiels à regarder pour voir si on est bien préparé puis si on a bien tout réfléchi là, pour bien planifier notre retraite.
Et enfin, dormir tranquille après avoir passé à travers toute cette épreuve de planification financière complète et de décaissement. Oui, ben la planification financière, l'avantage lorsqu'on se fait faire une planification financière, c'est qu'après ça, on a une paix d'esprit parce qu'on sait que on va réussir à atteindre nos objectifs, ou à tout le moins, on est capable de mieux saisir ça va être quoi le coût de vie qu'on va pouvoir maintenir jusqu'à la fin, combien de rendement est-il nécessaire d'obtenir sur nos placements pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc, on a toutes ces réponses-là et ça devient beaucoup plus clair et puis ça nous enlève un énorme poids, un énorme stress financier. Dernière question, Isabelle. Le testament, on sait qu'on n'en fait pas un pour toute la vie. Il faut le revoir quand il y a des changements. Mais une planification de décaissement, est-ce que c'est bon pour toute la vie? Non, en fait, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des choses qui peuvent survenir qu'on n'avait pas envisagées au moment où on a planifié. Il faut pas oublier que les deux paliers de gouvernement, tant fédéral que provincial, changent parfois les lois fiscales. Il y a d'ailleurs des nouvelles lois fiscales qui vont entrer en vigueur dès le début de l'année 2025. Il y aura plus les plafonds sur les retraits des CRI ou des FRV, entre autres, ce qui vient modifier les stratégies de décaissement qu'on peut envisager. Donc, il y a des changements qui surviennent, autant dans nos vies personnelles qu'au niveau fiscal, qui peuvent faire en sorte que c'est important de revisiter nos plans financiers de façon périodique. La question du beau-frère de la semaine. L'attitude « fake it until you make it », est-ce que ça peut nous enrichir? Jouer les riches, jouer les big shots ou étaler sa richesse, des fois c'est étaler son endettement. Est-ce que ça peut faire un pivot et venir réellement à nous enrichir? Quelqu'un a peut-être connu un voisin, un beau-frère, un cousin que ça y est arrivé, mais bien franchement, se faire passer pour un expert, jouer les ultra-riches, c'est vraiment quelque chose de très, très, très sournois. D'abord, si vous jouez les experts dans un domaine sans maîtriser rapidement justement ce que vous faites, vous présentez une forme d'expertise, ça peut mener à des erreurs coûteuses. Si vous prétendez, par exemple, savoir ce que vous faites, mais que vous prenez une mauvaise décision, ben non seulement vous nuisez à votre crédibilité, mais aussi vous engendrez des pertes ou des dommages irréparables à vos clients quand vous jouez justement sur l'expertise, parce qu'on fait ça aussi dans le fake it till you make it. Mais lorsque on s'affiche pour quelqu'un d'autre, une fois découvert, un comportement trompeur peut ruiner sa réputation. Les clients, collègues, investisseurs trahis peuvent couper tout lien avec vous et partagent leur expérience négative. Ça ternit votre image des fois pour toujours. Faire semblant d'être riche, ça demande une énergie mentale constante pour maintenir l'apparence. Et ça peut causer un stress chronique, l'anxiété, et dans certains cas, vous pousser à commettre des erreurs et un épuisement professionnel. Donc, vous allez pouvoir être démasqué tôt ou tard. Mentir, exagérer son statut social, ça peut vous mettre dans des situations où tout ce qui reste à faire, c'est de la fraude ou des infractions éthiques. Dans certains secteurs, comme la finance, le médical, le droit, ça peut conduire à des poursuites judiciaires, des amendes ou la perte de sa licence professionnelle. Alors, au lieu de « fake it until you make it » pour le beau-frère, il est préférable d'adopter une approche de croissance authentique, reconnaître ses limites, apprendre activement et chercher des opportunités adaptées à son niveau de compétence tout en améliorant constamment peut-être sa richesse et de l'exposer si vous avez ce petit côté égo qui veut absolument sortir. Alors, ça va vous permettre de bâtir une réussite durable et basée sur la confiance plutôt que sur les apparences. Ça termine l'épisode d'aujourd'hui. Ici Fabien Major. À bientôt.